Voilà, on commence en petit comité, mais voilà, c'est le principe de nos rencontres, voilà, de faire venir des réalisateurs qui nous intéressent. Et on essaie de faire ça régulièrement à la boutique de manière hebdomadaire, depuis 8 ans déjà. Et je ne sais pas si vous connaissez la boutique, mais voilà, on est parisienne, on est aussi éditeur de DVD. Et l'idée étant de mettre en avant, une fois par semaine, des films qui nous plaisent. Et puis là, c'est en partenariat avec Condor, donc on est ravis. Et puis un film qu'on avait évidemment repéré à Cannes et puis en salle, rien à foutre, dont on va parler. Mais voilà, c'est pour ça que je suis très content de vous accueillir. Emmanuel, Marc et Julie Lecaux. Oui. Alors, avant de parler du film, moi j'aime bien parler de la cinéphilie un peu de nos invités. C'est pour ça que je vous ai fait choisir quelques films, mais savoir aussi comment le cinéma est un peu rentré dans vos vies. Alors là, je pose une première question un peu rituelle, à savoir la première image de cinéma qui vous a marqué, mais enfant, aussi loin, qui vous en souviennent. Une idée de salle de cinéma ou une image, l'un ou l'autre. Voilà. Vas-y, attends, je cherche le nom. Tu cherches non, moi j'ai un truc là comme ça qui me vient. C'est un film italien, je pense que je crois que c'est un Comencini, qui s'appelle Un enfant de Calabre, qui est sur un jeune gamin qui est très doué pour le marathon. Et il y a c'est dans un village de Calabre. Et il y a un vieux monsieur qui prétend être un marathonien et qui le forme. Et c'est vraiment l'image de fin où il gagne le championnat de course junior. Et en même temps, je ne me souviens plus comment ça s'est passé, mais on savait à la fin que ce vieux monsieur n'avait jamais couru le marathon. En fait. D'accord. Et c'est vraiment un peu cette espèce de parabole humaniste du grand cinéma italien. Je me souviens que moi, enfant, ça m'avait vachement marqué, ça avait un peu provoqué une discussion avec mes parents là-dessus, et c'était intéressant même sur la question du mensonge, de la nécessité ou pas du mensonge. Et c'est un film dont j'ai encore je ne l'ai jamais vu, j'ai très peur de le revoir. Oui. Et il y a ces images un peu de paysages brûlés, de cadavres comme ça. Et c'était un petit peu étonnant parce que ça me sortait aussi des Disney que j'avais vu, des choses. C'est une image que j'ai en tête comme ça, que j'avais vu du temps, je pense. Toi, Julie, alors? Moi, ça va être très simple. En fait, je crois que ça va être La Grande Vadrouille. D'accord. Sur la télé familiale. Ouais. Et le fait de voir une grande comédie populaire où tout le monde se marre ensemble. Ce côté aussi très collectif aussi qu'a offert la télé à une époque. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça, mais aussi plus du moment et de ce qu'on regarde ensemble. Et je pense que ça va être ça. Je rebondis un peu sur ce que ton film, Emmanuel, parce que ça me fait penser, là j'ai revu, parce que dans le DVD qu'on a, il y a des bonus qui sont une autre galette DVD, où il y a le bonus dans lequel il y a un entretien avec du film, mais il y a aussi le film de l'été, un de tes courts-métrages qui avait été primé, je crois, et D'un château l'autre aussi. Et je trouve qu'il y a déjà sur lequel tu avais travaillé sur D'un château l'autre, l'écriture, je crois, c'est ça. Mais tu as fait d'autres courts-métrages avant, mais c'est curieux que tu me parles de cet adulte, de cette histoire de mensonge, et du personnage du film de l'été où on est quand même dans quelque chose du rapport enfant-adulte, une sorte de compagnonnage un peu improbable comme ça, où il y a une vérité, il y a un mensonge, et où il y a une vérité de l'un et de l'autre qui se disent. Je ne sais pas comment on peut faire la transition. J'avais jamais fait de lien, mais sûrement il y a quelque chose qui peut-être reste. Le film de l'été, il y avait une tentative
d'archiver quelque chose qui m'a toujours troublé entre les enfants et les adultes, mais qui ne sont pas leurs parents, qui est ce rapport à ce que chacun peut mettre comme affection, comme émotion, et aussi ce que les enfants peuvent ressentir chez les adultes de manière instinctive. Et c'est vrai que dans le film de l'été, il y a ça aussi. C'est finalement le petit Balthazar est le seul qui ressent la détresse de l'adulte, et à un moment comment finalement nos détresses adultes sont sauvées en quelque sorte par les enfants et pas par leur innocence, mais par quelque chose de l'enfance. Il y a quelque chose où on peut retrouver un goût aux choses qui renaît avec un enfant. Et c'est vrai que dans l'enfant de Calabre, il y avait ça très fort. Et puis sur le terrain des discussions, de ce qu'on peut partager du monde adulte, je sais pas, de la relation amoureuse par exemple, ou de même la fin du Grand Bleu. C'est qu'à un moment qu'on a tous vécu, je sais pas de quelle génération on est, mais c'est vrai que qu'on a été un peu de cette génération-là. Il y a quelque chose d'assez métaphorique, mais en même temps complètement triste et déprimant de voir Jean-Marc Barr. Mais c'est marrant parce que quand le film a été présenté à Berlin, je me souviens avec la sélectionneuse, on s'était pris un énorme coup de vieux parce qu'on sortait d'une projection et il y a un spectateur qui devait avoir 22 ans, 23 ans, il a dit il a l'air génial le film à la fin, c'est quoi? Ça foutait un peu le boule parce qu'on dit putain merde, c'est passé quoi. Mais oui, après c'est vrai que moi, je pense que ça on a ça en commun avec Julie, aussi la passion il y a les films et il y a ce que les films sont après en fait. Il y a les discussions qu'on a après, comment ils s'imprègnent dans nos vies. C'est parfois les 15 minutes, je dis toujours le cinéma c'est les 15 minutes après une séance. Et c'est dans les 15 minutes où on marche. Et puis quand on est enfant, moi je me souviens d'avoir discuté des heures avec des camarades en disant mais il meurt ou il meurt pas à la fin. Donc, voilà. Julie, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Vous avez commencé à travailler ensemble? Je crois que ça se passait par le biais de l'écriture ou par... comment est-ce que... je sais pas, comment vous êtes rencontrés c'est toujours drôle parce que quand sur D'un château l'autre, je suis créditée au scénario, mais en fait c'est un film sur lequel il n'y a jamais eu une ligne d'écrite. Et en fait quand Emmanuel me parle, je crois que c'était le jeudi, d'une image qu'il avait en tête, qui était un étudiant boursier à Sciences Po, qui était un des membres fondateurs du Bureau Front National, en gros. Et puis avec aussi la nécessité, parce qu'en fait on est dans l'entre-deux tours de la présidentielle, il y a une forme d'urgence aussi à les filmer, parce qu'on sait que c'est maintenant qu'il faut y aller. Et à ce moment-là, on est en train de prendre un verre, et en fait on se dit, moi je peux t'accompagner, essayer de faire en sorte que le film... de pousser les portes, de pouvoir rentrer dans les endroits. Et puis en fait, il n'y avait pas le chef opérateur avec qui Emmanuel avait travaillé sur le film n'était pas dispo. Emmanuel pense à Pierre, Nice, pour jouer incarner ce rôle d'étudiant. Et puis on se dit, on y va, on essaye, quoi. Et en fait, on a fabriqué ce film ensemble, on l'a écrit au fur et à mesure qu'il se fabriquait. Et puis on y allait un peu bille en tête sans vraiment réfléchir, sans se dire est-ce que ça va être un film, en y allant quoi. Et puis je crois que c'est ça qui a aussi scellé beaucoup de choses dans la manière de travailler ensemble quelque part. Mais moi je sens dans ce film, alors juste pour résumer, c'est une histoire encore une rencontre entre ce jeune là, je viens d'écrire avec une vieille dame. Francine. Et on voit, c'est vrai qu'on est plongé de plein nez dans ce moment-là. C'est bizarre en plus de revoir ces images-là qui sont assez brutes et où on voit une sorte d'enthousiasme. Non, mais ces campagnes, il y a quelque chose quand même assez particulier quand même dans ces meetings, dans ces campagnes, et puis on sent vraiment que les gens y croient. Quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc il y a un meeting d'Emmanuel Macron et puis un meeting de Marine Le Pen. Et puis c'est encore une fois cette histoire d'amitié, cette relation comme ça qui se noue avec deux personnes que nous avons rencontrées. Voilà, c'est par la nécessité comme ça
Et ça donne encore des choses assez... quelque chose, un film réussi, bouleversant, quoi, je trouve. Hein, je crois qu'on se pose aussi beaucoup la question de, justement, quand, dans cette grande kermesse électorale, parce que là c'était vraiment le cas, et comment deux grandes solitudes nouent un lien et s'épaulent en fait. Je crois que c'est aussi, dans Château-L'Autre, c'est aussi un film sur comment on s'épaule, justement quand les liens ne sont pas donnés, c'est-à-dire que ce n'est pas des liens forcément familiaux ou amicaux, mais au contraire, comment un manque de solitude finissent par s'accompagner l'une l'autre. Mais après, même ça, c'est quelque chose qui est arrivé vraiment au cours de tournage, parce que c'était pas du tout prévu finalement. D'accord, à l'écriture, c'était pas... Pas du tout. Okay. Mais qu'est-ce qu'il y avait, quelle était l'envie du en fait, l'envie de film? Au départ, l'envie de film, c'était vraiment de tourner dans Sciences Po. Et donc on s'est incrusté dans Sciences Po, on a tourné un peu à l'arrache et tout. Et il y avait quelque chose qui marchait pas trop, en fait, parce que Pierre, il n'est pas du tout étudiant à Sciences Po. Et en fait, on a même tourné des scènes avec des étudiants comme ça. Nous, on se ramenait à Sciences Po, on discutait un peu avec les gens, on essayait de filmer directement. Et en fait, c'était assez drôle parce qu'il y avait on sentait vraiment là justement l'armure sociale où en fait les étudiants étaient souvent très enthousiastes par le projet, mais ils en parlaient, mais il y a quelque chose, ils n'y arrivaient pas. Il y avait une maîtrise, quoi. Ils étaient en maîtrise. Et c'était assez drôle. Et puis à un moment, on bloquait beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, après 3 jours, on est à Saint-Germain à côté de Sciences Po. Et puis je lui dis, mais en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas où il habite. On ne sait pas chez qui il vit. Et en fait, et là, je lui dis, bah écoute, tu sais ce qu'on va faire, on va essayer de tourner chez ma mère. Parce que Francine, c'est ma mère. Et on va essayer de tourner chez ma mère. Bon, après, elle est assez handicapée, elle répond pas bien au téléphone et tout, donc on s'est ramené. Et en fait, on la voit, et puis on lui dit, bah écoute, on va tourner un film. C'est l'histoire d'un étudiant qui vit chez toi, parce qu'elle a eu des étudiants qui vivaient chez elle. Mais plutôt, pas des étudiants, c'était plutôt, elle avait toujours une étudiante chinoise chez elle. Et en fait, on dit, bah, on va faire un essai. Et en fait, c'est la première scène qu'on voit entre les deux, c'est l'essai de... Et à partir de là, le film a pris une autre tournure, parce qu'en fait, tout s'est centré sur cette relation entre les deux, sur cette voilà, et qu'on s'est rendu compte que finalement, ça racontait peut-être beaucoup plus de choses sur des questions politiques, mais on ne posait pas la question sur le moment, mais on s'est dit tiens, ça nous parle plus de ce qui est en train de se passer, donc de rapport, des liens entre les gens, de l'avenir et du passé, tout leur relation, que juste faire un truc peut-être plus centré sur Sciences Po. Ouais, mais c'est toujours ce que je trouve assez étonnant. Ça nous renseigne sur ce qu'est le film, la façon dont est produit le film, la façon dont il accouche. C'est-à-dire que c'est voilà, un constat, ou une indignation, voilà, un problème dont on a envie de parler et qu'on a envie de prendre à bras le corps, mais pas justement. Pas justement, je pose ma caméra et je suis dans un acte de dénonciation où je cherche à montrer, mais en même temps je me fais embarquer par mon matériau, quoi. Je me fais embarquer, mais en même temps je le construis après, parce qu'il y a toute une construction, il y a toute une narration, quelque chose qui est assez clair. Et je trouve que c'est... alors je ne sais pas si Rien à foutre a été écrit de la même façon, mais il y a quand même toujours ce fossé en disant, tiens, c'est un film qui va parler du monde moderne, je sais pas moi, l'individualisme, l'ubérisation de la société, tout ça. Et en fait, voilà, et dans D'un Château à l'autre, je trouve que ça prend une route singulière, quoi, où on se dit, mais tiens, voilà. En fait, souvent on se dit on va parler d'eux, mais il y a une étape avant, c'est que souvent il y a des images, en fait. Il y a des images sur le film de l'été, Jean-Benoît et Balthazar qui jouent, ils étaient voisins dans la vie, puis Jean-Benoît c'est un grand ami, et la mère de Balthazar c'est une grande amie aussi. Et moi je me souviendrai toujours, une fois je les ai vus jouer où en fait Jean-Benoît est le parrain de Balthazar dans la vie, et je me souviens d'un jour où ils faisaient des Legos ensemble et j'avais l'impression que c'était plus Balthazar qui était l'adulte que Jean-Benoît en fait. Et donc j'avais cette image là, je me dis qu'est-ce qu'on en fait là pareil, c'était ce visage qu'on avait vu dans un article, je ne sais plus si c'était dans Nouvel Obs ou pas, de ce mec qui était au FN à Sciences Po et qui avait pas du tout la tête qu'on attendait, qui était vraiment, et on s'est dit tiens cette image là qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est vrai que sur Rien à foutre ça a été
la même chose, il y avait aussi une image, moi je me suis retrouvé sur un vol low cost en face d'une hôtesse qui était en bad complet sur son jump seat, et je me dis mais tiens, là ça dit quelque chose, instinctivement je sens que ça dit quelque chose, on sent que ça dit quelque chose. Et après c'est vrai qu'on essaie toujours en fait on dit tiens il y a un sujet, on va le traiter, très souvent enfin pour ma part, moi j'ai des idées très arrêtées et des choses, mais elles explosent à chaque fois en vol. Et donc il y a un moment où en fait c'est soit le cinéma qui a raison, soit la réalité. Donc, enfin, c'est comme le PC, quoi. Et en fait, on essaie de ne pas tomber dans c'est pas la réalité qui a raison, c'est le parti. Donc, on essaie juste de se laisser embarquer. Et puis, et voilà, et sur Rien à foutre, ça a été pareil, parce qu'en fait, on a été complètement embarqué par les hôtesses qu'on a rencontrées, par tout ce qui se passait, mais les choses étaient 4 fois plus complexes que ce dont on avait envie, en fait. Le film est assez, quelque part, est assez ambitieux, quoi. Par rapport à ce que vous aviez fait avant, comment est-ce que d'une idée ou d'une bonne idée ou d'une bonne émotion, comment est-ce qu'on avance là-dedans, c'est quoi le plan de travail, Julie, comment on construit un film, en fait? En effet, on passe d'un château d'autre qu'on a fait, qui n'était pas du tout un film d'ailleurs même prévu, c'était même plutôt au début un peu une épine dans le pied du parcours un peu classique. Mais qui a été qui a eu des prix, qui a été reconnu, voilà, donc c'est encourageant, quoi. Complètement, mais en même temps on passe d'un film qu'on a fabriqué à 2 personnes et demie en équipe technique et à effectivement d'un coup un long métrage qui doit se tourner en grande partie dans des avions en vol. Donc ça devient... Ça a été le cas, ouais. Donc en effet, déjà je pense dans l'écriture, déjà de base, c'est-à-dire qu'il y a l'idée, il y a un peu l'image d'origine, mais il y a aussi forcément le fait de passer par un parcours de financement que le film nécessite, donc avec un scénario qui est écrit, mais aussi en étant toujours très sincère, je pense, sur la manière dont le film et le scénario est un film possible, mais pas forcément celui qu'il sera à la fin. Et dès le début, c'était vraiment dit dans tous les dossiers que c'était une partition, un guide, mais qu'on allait ouvrir un peu toutes les fenêtres et créer des courants d'air, quoi. Donc, et puis après, on s'entoure techniquement d'une équipe avec qui il y a des vrais échanges. Une petite équipe. Une toute petite équipe, oui, par contre. Une toute petite équipe parce que on est 5 sur le plateau, quoi, la plupart du temps. Qui est-ce qui cadre? C'est la seule qui a fait le film de l'été. D'accord. Et puis après, on travaille tous main dans la main pour être le plus intelligent et mettre l'argent au bon endroit. Là, on en a besoin et pouvoir inventer toute une compagnie aérienne pour qu'elle soit la plus crédible et possible, tourner dans des vrais avions, qui soient aussi des avions en vol. Adèle a suivi aussi une formation de test. En tout cas, on essaye par exemple, je t'interromps, mais par rapport aux comédiens, il y a ces questions-là déjà de qui est-ce qui va tenir le rôle principal et qui est-ce qui va l'entourer. Alors ça, c'est une question. C'est une vraie question. Mais ça, je vais répondre, mais je rajoute juste que je crois qu'il y a quand même un truc qui nous excite, c'est de filmer dans des endroits où on n'a pas le droit et où ça va faire chier les gens. En fait, il y a un truc... Ça vous empêche? Non, ça nous excite. Ah oui, d'accord. Ça nous excite. Ça veut dire qu'en fait, si ça grince, ça veut dire qu'il y a un truc intéressant. C'est pour ça que aller chez Le Pen, c'était... moi j'aime bien même quand physiquement j'ai peur, en fait. C'est un truc. Et là, c'était pareil pour les avions. Et avant de passer à la comédienne, c'est marrant parce que comment on commence, par exemple, moi j'avais demandé à la prod 2000 €, et avec les 2000 €, en une semaine, le but c'était de faire le maximum de vols par jour, juste pour essayer de trouver la sensation que c'est même au-delà même de la question de l'hôtesse, qu'est-ce que c'est que la sensation d'être complètement paumé. Donc je crois qu'il y a un jour où j'ai réussi à faire 6 vols dans la même journée. D'accord. Et évidemment, à un moment, j'en ai loupé un, c'était une vraie expérience en fait, de vraiment... et c'est un peu de ça qu'on parle. Après, pour la comédienne, entre guillemets, nous on a financé entièrement le film sans casting. C'est-à-dire que on a financé le film pour tout le monde, c'était clair qu'il n'y aurait pas on ne voulait pas s'appuyer sur une star. C'est loupé. Mais voilà, c'est là aussi où il y a des choses drôles, c'est qu'en fait à chaque fois on a une idée soi-disant très précise, puis en fait on dévie complètement parce que voilà, et c'est vrai que nous l'idée c'était plutôt travailler avec une jeune femme qu'on ne connaîtrait pas, où vraiment notre rêve c'était une hôtesse de l'air.
Et en fait, on a rencontré une centaine d'hôtesses et c'était un moment incroyable. Mais en fait, il y en avait 2-3 qui restaient, qui nous faisaient, dont on adorait la vie. Mais en fait, il y a eu un moment où on s'est dit, mais on a besoin de ce qu'elle a apporté. On a eu besoin de dire, en fait, on va avoir besoin de quelqu'un qui synthétise des choses. Et c'était assez drôle parce que la directrice de casting au début nous a dit, mais arrêtez de croire que vous allez avoir un nom professionnel, vous avez toujours fait vos films avec des comédiens. Il y a toujours... Donc voilà, et puis après, voilà, on a rencontré Adèle, elle a accepté de se greffer au projet très rapidement, avec peu de délai, parce qu'il n'y avait que 2 mois avant le tournage. Mais c'était pas prévu, en fait. Donc ça a été aussi une expérience de tournage assez particulière, voilà, parce qu'avec elle, il fallait inventer, créer, et ça a été aussi... Bizarrement, je pense que ça nous a fait plus réfléchir, plus nous questionner de travailler avec Adèle, que si on avait travaillé avec une vraie hôtesse où on aurait eu juste à capter et enregistrer des choses qu'elle nous proposait. C'est qu'en fait, dans la construction du personnage, on a dû se confronter à la hôtesse, je pense. Tu es d'accord Si, je réfléchis. Après, je pense qu'effectivement, Adèle permettait aussi d'incorporer tous les récits qui nous avaient été confiés. Et en même temps, le fait qu'elle soit arrivée plus tard sur le projet nous a permis aussi, nous, d'être aussi solides sur la manière dont on l'envisageait et d'essayer... Enfin, voilà, il n'y a pas un moment où, en fait, le tournage s'est adapté au fait que ce soit une comédienne connue, reconnue, etc. Et au contraire, c'est-à-dire qu'à un moment, elle a aussi accepté vraiment de plonger avec nous dans une manière de travailler. Et ça, c'est aussi un pacte qui s'est aussi scellé avec elle. Et d'ailleurs... elle a accepté de faire alors des essais, mais pas des essais au sens du casting, mais des essais pour aussi qu'on voit si on était d'accord pour travailler ensemble. Enfin, d'ailleurs, même pour elle aussi, pour voir si elle se sentait aussi à l'aise dans cette manière de travailler. Et on a passé une journée ensemble à Orly. Et donc on faisait, comme on faisait à chaque fois, 1 heure dans une chambre d'hôtel avec une autre hôtesse, et puis on faisait des impros ensemble, etc. Et puis après, on est passé dans Orly, vraiment dans le hall des départs, on avait bricolé un espèce de tailleur qui ressemblait plus ou moins à un uniforme. Et on va avec Adèle dans ce hall faire d'autres impros. Donc à ce moment-là, c'est Emmanuel qui cadre. Et l'impro d'ailleurs, c'était qu'elle envoyait des notes vocales à sa sœur pour dire qu'elle ne pourrait pas rentrer à Noël. Et d'un coup, on se retrouve donc avec Adèle Yarkopoulos au milieu du hall, 3 d'Orly. Et puis en fait, à un moment, il y a une passagère qui vient lui demander où est la porte B14. Donc là, on se dit, ça y est, quoi, on y est. Et puis ouais, quand elle a accepté aussi de plonger dans une méthode, c'est quand même aussi elle qui se coiffe seule, qui se maquille seule, qui s'habille seule. Il n'y a pas de loge, il n'y a pas de... Tout le monde est sur le même pied d'égalité sur le tournage. Donc il n'y a pas de place pour que ce soit différent, en fait. Mais en même temps, vous ne pouvez pas ignorer le fait que de prendre une comédienne professionnelle qui est habituée à porter des masques, qui joue une hôtesse, qui justement, qui est formée à porter un masque, à mettre derrière ses émotions. Il y a quelque chose qui doit être assez, pour le coup, excitant au niveau de la direction d'acteur et puis au niveau de ce que ça va donner. Parce que je ne sais pas comment vous l'avez vécu ou comment vous l'avez dirigé. Mais il y a des scènes, je pense qu'on va avoir des scènes de casting et tout ça, c'est assez impressionnant quand même au niveau du jeu d'acteur et puis même, j'imagine aussi au niveau du plaisir de comédien, aussi de jouer, j'imagine que le comédien a du plaisir quand même. Oui, après je pense que, en fait avec Adèle on a vraiment cherché, donc le plaisir est venu en cours de tournage, mais on cherchait nous-mêmes et c'est là où je reviens sur cette idée que après coup on se rend compte que ça a été vraiment, en fait ça nous a permis peut-être de plonger, en tout cas dans notre réflexion, après je sais pas si c'est dans le film, mais de plus penser les choses, parce qu'on était avec quelqu'un à qui il fallait qu'on discute, qu'on trouve des choses, parce qu'elle n'avait pas ça de manière innée. Et après, c'est évident qu'il y a quelque chose, elle a vraiment ça, cette dualité où elle est capable d'enfiler un uniforme de ça, et comme c'était une des clés du personnage pour nous, quand même, cette dualité de quelqu'un qui est capable de s'oublier derrière un masque. Il y avait ça avec Adèle, et d'une certaine manière, en fait, c'était extrêmement bien mettre son masque, tout son challenge, tout le truc était extrêmement subtil à faire et qu'elle a fait, je trouve, enfin en tout cas d'une manière bien forte, elle passe à l'étape d'après, c'est qu'elle montre les fissures. En fait, elle montre quand elle met son masque et après ça commence à craquer, quoi.
s'il y a des questions déjà, parce que je crois que vous avez vu le film, Quand vous dites que vous avez fait 6 vols en une journée, c'était d'où à où en fait? Je ne me souviens pas, c'était des repérages, c'était vraiment, je serais incapable. Je sais que, en tout cas... J'ai fait du Dublin, Malaga. J'ai fait Dublin, j'étais à Cracovie. Ouais. J'ai fait Dublin, Malaga, je sais plus. En vrai, là comme ça, j'arriverai pas à dire, mais c'était assez impressionnant en fait de voir comment on peut, ouais, il y a une espèce de perte de l'espace et du temps qui devient assez il y a un vertige quoi. C'est ce qui est d'ailleurs. En fait, c'est aussi tout le. C'est aussi tout le point de. Enfin, oui, il y a cette mythologie encore aujourd'hui, étonnamment d'ailleurs, autour des hôtesses de l'air qu'on continue aussi. Enfin, on continue un peu à nourrir ce mythe d'une certaine manière, sauf que la réalité du métier est tout à fait différente et particulièrement dans les courts courriers, moyens courriers en low cost, où en fait. Même nous, quand on a rencontré plus d'une centaine d'hôtesses et stewards, et en fait, il y avait encore beaucoup de gens qui parlaient de leur désir initial, de l'idée du voyage. Et en fait, c'est aussi toute l'interrogation derrière ce fantasme-là, parce que physiquement, effectivement, on est dans 3 pays par jour, mais par contre, on n'en voit que les tarmacs, que les pistes d'atterrissage, enfin, on n'en voit rien en fait de ce pays-là. Donc il y a l'idée du voyage, mais en fait dans une réalité où finalement elle est très abstraite et tous les soirs vous revenez chez vous et en même temps vous avez cette espèce de perdition spatio-temporelle où en fait comme vous sortez pas de l'avion, si on vous interroge sur où vous êtes, vous en souvenez presque à peine quoi. Donc il y avait aussi l'idée derrière le personnage de Cassandre de ça, de quelqu'un qui a voulu aussi fuir loin, laisser derrière elle quelque chose, avec cette idée de grand horizon. Et puis qui en fait, l'horizon quelque part est toujours finalement le même quoi. Et juste, ça implique aussi quelque chose dans le travail justement avec la comédienne, c'est de créer une fabrique de jeux où elle doit, et nous on doit jouer les choses vraiment dans l'espèce de présent et ne pas avoir peur des incohérences, elle-même de créer une façon de jouer où chaque chose qu'elle joue, elle ne resitue pas forcément même dans le récit en fait. Et il y a aussi une façon de jouer où en fait on rejoue des choses, il y a des choses comme elle savait qu'on tournait énormément, mais il y a vraiment parfois on tournait même des incohérences, des choses où on revenait et puis il y avait une façon aussi justement comme on tourne en toute petite équipe, le fait de pouvoir tourner tout le temps, on tourne sans répétition et sans mécanique, on est tout le temps projeté et voilà, je sais que c'était assez marrant parce que après la première partie de tournage, Adèle, on avait mangé avec elle, parce que c'était en plusieurs blocs, et elle nous a dit mais je ne comprends pas ce que j'ai tourné. Je sais plus. Je sais plus, mais je vous fais confiance. Et c'était drôle parce qu'on a dit bah non plus d'ailleurs, mais c'est aussi un truc qui est dans le travail avec le comédien, quelque chose il y a un rapport physique aussi à la construction du personnage qui est assez particulière. Même pour un comédien, c'est compliqué de ce truc, on est tout le temps perdu, et puis il faut refaire, et puis aussi parfois de marcher des heures, on a filmé des heures qui marchaient, et de comment on invente quelque chose là-dedans, on a juste un plan de 3 minutes de tapis roulant, comment on invente quelque chose, et en même temps, ce qui est hyper rassurant à Adèle, c'est que tant qu'elle n'a rien à faire qui lui semble nécessaire, elle ne va pas le faire. Elle n'a pas besoin de meubler, quoi. Mais on dit sur ce que tu disais par rapport à cette première partie aussi, et c'est la notion de temporalité. Je pense que vous l'avez travaillé évidemment différemment de la deuxième partie, au montage, mais même au tournage, j'imagine aussi. C'est-à-dire qu'on est complètement... c'est une temporalité autre. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où on est, du jour, de la nuit, dans quel pays, les lieux sont... Voilà, il y a des lieux qui sont bornés comme ça, comme l'avion, l'endroit où on va se coucher, mais c'est quand même...
ce sont des expériences, je trouve que c'est une expérience qui est très troublante, quoi. Je n'arrive pas à dire enivrante. Parce qu'enivrante, on a peut-être tous été, la première fois qu'on est allé à l'aéroport, je sais pas, qu'on avait voyagé, parce qu'il y a la promesse aussi du voyage, de la promesse d'ailleurs. Il y a quelque chose d'excitant quand même, qu'on ne retrouve pas trop dans le film, pour le coup. C'est-à-dire qu'elle a été un peu gommée, ou peut-être qu'on est trop près d'elle, ou c'était pas le projet. Parce que c'est celui du quotidien. Mais voilà. Si on avait pris le personnage 3 ans avant, on l'aurait eu. Oui, voilà, c'est ça. Mais là... c'est toujours quotidien, c'est un boulot comme un autre. Là, c'est trop bien. Parce que même le lieu même de l'aéroport, on le voit, il n'est pas du tout sexy, quoi. Vu qu'on la suit, ce sont des couloirs, en fait c'est du temps, c'est presque de la temporalité, l'aéroport. C'est pas du tout de l'espace physique, quoi. Je sais pas. Après, ça c'est vraiment les trucs où très souvent nos films sont faits aussi contre mauvaise fortune, bon cœur. Comme il y a eu le Covid, nous on avait prévu beaucoup plus de choses sur les espaces, sur les décors, sur les vacanciers, mais en fait, la première partie de tournage s'est arrêtée le 12 mars 2020, et après, on ne savait pas du tout dans quoi on allait, et en fait, on n'a pas pu tourner toutes les scènes qu'on avait prévues justement plutôt en été, et voilà, et donc, mais ça nous a raconté quelque chose du rapport que les hôtesses avaient, où elles ne voient même plus, en fait. Les aéroports, c'est un espace aveugle, en fait. Et après, juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur... il y avait un vrai désir de fragmenter aussi des choses, dans les ellipses, finalement, de ne pas savoir si c'est passé un jour, un mois, une semaine, essayer de retranscrire aussi sensoriellement cette question de la perte de repères spatio-temporels qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça, c'était hyper important. Et je pense qu'en effet, on l'a aussi vécu nous-mêmes, c'est-à-dire que tout est... on a aussi une manière de travailler où, en fait, Emmanuel parlait de bloc, parce qu'on retourne toujours dans tous les décors. D'accord. Donc on tourne en 2 fois, là on l'a fait en 3 fois finalement, parce qu'il y avait le Covid, etc. Mais donc le deal de départ, c'était qu'on puisse retourner dans tous les décors. Et donc, en fait, le tournage, c'est plein de petits tournages qui sont des îlots, et quelque part, je pense en fin de première session, quand nous-mêmes on a fini en Belgique, en fait, nous-mêmes on a aussi un peu vécu, je réalise un peu en me disant, mais ce moment où on se posait, où en fait, comme on avait voyagé d'aéroport, en avion, à Lanzarote, enfin on s'était beaucoup déplacés nous-mêmes. Et à un moment on est revenu en Belgique, où quand même une grosse partie de l'équipe aussi est d'ailleurs belge. Et même nous on s'est aussi un peu posé, aussi, on a presque aussi un peu ressenti ce truc-là. Comme on tournait dans la même ville, dans des courtes distances, avec ce point de base de la maison familiale. Donc même le tournage, j'ai l'impression, a vécu aussi une partie du parcours de 400 quelque part. Bonsoir. Moi j'ai une question. J'aime bien le fait qu'il ait dit le fait de travailler avec une comédienne entre guillemets connue vous ait permis d'avoir un regard différent sur votre propre film. Ça je l'entends. Et je voulais savoir sur le tournage, quand vous dites on cherchait, vous cherchiez en amont j'imagine, mais même le jour juste avant les scènes, je veux dire c'était écrit, vous déviez vraiment du scénario, ou c'était ça restait quand même dans les cordes et vous cherchiez juste plus des petits détails, on va dire. Et juste une dernière la question qui va avec aussi, quand vous avez dit qu'Adèle refusait de tourner quelque chose qu'elle ne le sentait pas ou qu'elle ne... C'est pas qu'elle refuse, c'est que en fait, comme c'est en improvisation, comme il y a très peu d'indications, quand il n'y a pas à faire, elle ne va pas chercher à... Elle meuble pas, elle ne va pas chercher à... En tout cas, elle a ce truc assez fort de dire qu'en fait le jeu n'est pas de l'action, mais quelque chose de plus large, qui est aussi un état, dans ce sens-là. Non, justement, ce qui est incroyable, c'est qu'elle, en tout cas, à partir des données de base, il n'y avait pas de refus. Et d'ailleurs, pour répondre à ta question, j'espère que je ne coupe pas, mais il y a cette chose, c'est que, en fait, il y a vraiment des scènes où on a tourné 3 fois, 3 versions différentes de la scène, avec un sens complètement différent. Il y a des scènes qui sont prises au hasard, même entre un déplacement, entre 2 décors, on dit ah tiens il y a un transat cool, est-ce que tu pourrais pas faire la meuf, on sait même pas ce que ça va être dans le film, tu peux pas faire la meuf qui se réveille éclatée de soirée, enfin, c'est tout le temps des choses comme ça, et avec beaucoup d'amplitude, il y a même des brèches de scénario qu'on a enlevées, parfois on a tenté des choses qu'on a réenlevées, et donc c'était tout un... Et ça justement, elle se braque pas là-dessus du tout, elle cherchait le personnage avec nous en fait.
Ouais, c'est plutôt ça. En fait, la recherche, elle est tout le temps, elle est même plus qu'avant de tourner la scène, elle est dans la scène aussi. Enfin, il y a quelque chose où en fait, rien n'est... tout est balisé et rien n'est verrouillé, en fait. Donc, quand on lit le scénario, c'est marrant parce qu'au final, on n'est pas si loin, de toute façon, Enfin, quand on voit le film et qu'on lit le scénario, l'écart n'est pas très grand, mais en fait, c'est comment, à un moment, on essaye de prendre des embranchements, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et ce personnage qui, finalement, a été aussi écrit à 6 mains avec Adèle, parce qu'on disait souvent qu'elle avait accès à un personnage que nous, on ne connaissait pas, que moi, je ne connais pas. Et, Emmanuel a accès à un personnage que moi, je ne connais pas non plus, et inversement. Donc c'est aussi la manière dont tout ça résonne. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, et puis aussi, quand on parle de confiance, il y a des moments, par exemple, il y avait une séquence dans le scénario qu'on voulait essayer de tourner parce qu'on n'avait rien trouvé de mieux. Et puis c'est Adèle qui nous a dit, bon, franchement, les gars, vous voulez pas, allez-y, cherchez autre chose, si vous voulez, quoi. Et en fait, à ce moment-là, Emmanuel nous parle en même temps, sinon on parle de la séquence, tout simplement. Les gens qui ont vu le film, en c'est fait, l'appel orange. C'est la séquence de l'appel orange, où l'opératrice téléphonique l'appelle. Et cette séquence-là, par exemple, c'est une séquence qui n'était pas du tout écrite et qui a été pensée juste avant qu'on la tourne, quelques minutes, heures avant. Et puis c'est là où on apprend. Oui. C'est là où on apprend que sa mère est décédée. Ouais. Décédée, voilà. C'est là où c'est marrant parce qu'il y a une perception dans le film où elle s'est déjà dit une première fois, mais c'est là où on l'impacte en fait. C'est ça où en fait le personnage est tellement dans le déni qu'en fait c'est dit une première fois et après, mais ça c'est vécu ce moment-là. C'est éprouvé là. Et ça, c'est une séquence dont on discute quelques minutes avant et puis qu'on tourne devant l'hôtel ensemble, quoi. Et qui finalement est une des séquences les plus impactantes du film, aussi sur le film. Donc voilà, c'est aussi ça, quand on se dit chercher ensemble, c'est un peu chercher aussi à tous les niveaux, quoi. Oui, mais voilà, ça c'était important aussi, la confiance de... C'est ça qui est intéressant quand on va avec un acteur, à la fois il n'y a pas de problème de je comprends pas mon personnage, non mais là j'en suis où, voilà, c'est pas logique, et en même temps il y a la possibilité vraiment quand il y a un truc qu'elle sent et qui est pas là, au contraire, de vraiment nous dire, nous poser les choses frontalement, quoi. Ça demande quand même, c'est quand même plutôt après ça d'avoir une comédienne professionnelle pour le coup, qui se permet ça, qui s'autorise ça. Mais ça, c'est pas, je pense que c'est une question de rapport, parce que on peut l'établir avec des noms, entre guillemets, non professionnels aussi, en fait, sur l'un chat de l'autre, et Pierre et Francine, il y a des moments, même eux aussi, ils avaient ce genre de réflexion-là, en fait. Et puis dans Rien à foutre, tout simplement, quasiment tous les gens qui incarnent un métier à l'écran, c'est leur métier dans la vie. Oui. Donc c'est aussi ce pacte-là, il est établi avec chacun aussi, parce que quand David, qui joue son supérieur hiérarchique direct, qui est, pour l'anecdote, un des plus grands syndicalistes d'Espagne, alors qu'effectivement il joue son supérieur hiérarchique direct et aussi d'une grande, met en lumière aussi cette grande violence aussi du néo-management, quoi. Et pareil, je pense que ça on a avec David aussi, ce pacte de confiance, parce qu'à nouveau, là, pour le coup, là, c'est des choses que eux connaissent beaucoup mieux que nous. C'est pas à nous de faire rentrer au chausse-pied des dialogues, des répliques. Donc, c'est un pacte de confiance. Mais par contre, là où il y a quand même un truc, c'est que pour tenir tout le film, pour avoir vraiment cette capacité de réaction sur le moment, c'est vrai que là, Adèle, elle pouvait le faire, elle l'a fait, elle a vraiment, c'est un peu ce truc, c'est qu'en fait c'est une comédienne extrêmement technique. Alors nous on est toujours un peu emmerdés du côté genre, elle est intuitive, c'est tellement naturel et tout. Qu'est-ce que tu appelles, comment tu définis une comédienne technique? Une comédienne technique, c'est vraiment quelqu'un qui déjà est capable tout à fait de construire son personnage à l'intérieur d'elle-même, de l'inventer. Pour moi, la technique, c'est comme Joaquin Phoenix en fait. C'est quelqu'un. Et par exemple, Adèle est quelqu'un qui n'est absolument pas mélancolique dans la vie.
D'accord, ok. C'est surprenant. elle n'est pas du tout mélancolique. C'est-à-dire qu'en fait, cette question-là, c'est discuté que parfois, et c'est aussi un mélange de. Déjà, là, on oublie souvent que un bon comédien, c'est d'avoir quelqu'un qui est vraiment technique sur des choses très bêtes, de façon de se positionner, de marque, vraiment de comment, juste en bêtement sa présence, elle est tout à fait, très rapidement, en fait, même parce qu'on parle en cours des prises, on peut lui dire déplace-toi 20 cm devant, elle va le faire dans le jeu sans que ça se voit, pour que le cadre se fasse. Ça va être. Ou elle n'a même pas besoin de marque au sol parce qu'elle a une telle conscience elle-même du cadre aussi. Enfin... Ouais. Et après, dans la construction d'un plan, elle est capable sur le moment vraiment de passer par des états et des états. Elle est capable, c'est comme quelqu'un qui a plusieurs octaves, c'est qu'elle peut vraiment être dans une espèce de nonchalance totale et après d'un coup plonger très fort. Et aussi elle est très technique parce qu'elle écoute beaucoup, elle s'appuie beaucoup sur les autres. Donc elle regarde vraiment comment elle est très à l'écoute et elle répond. Et ça c'est aussi et voilà, quand il est technique, c'est qu'il y a vraiment de la construction, il y a quelque chose qui est elle est pas dans elle est à la fois capable de se laisser complètement traverser et en même temps quand elle a envie de vraiment voilà, il y a des prises de plan en silence, par exemple, c'est bête, mais le plan où elle rentre chez elle et où on refait où elle s'endort, c'est vraiment un truc, on a fait 3-4 prises très précises pour le moment où elle regarde, même si on voit à peine l'image, où elle regarde dehors, où elle fait et ça. Et on peut travailler avec elle justement pendant en disant tiens, un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Voilà, c'est assez impressionnant. Non, c'est intéressant de voir parler de ce métier-là, de la précision de ce métier-là, parce qu'on imagine, on imagine peut-être pas tout ça, on range peut-être aussi facilement les acteurs peut-être instinctifs ou talentueux, et que de se dire, bah oui, ça c'est un travail qui se... Voilà. Mais la question, le problème c'est que les gens confondent le jeu qui est qu'on essaie d'aller plus loin que le naturalisme, qui est toujours un peu une synthèse, une calligraphie du réel qui donne l'impression du réel, mais c'est d'être vraiment dans un réalisme, vraiment un pur présent. Et le code de jeu fait qu'il y a beaucoup de scories, il y a beaucoup de... On laisse beaucoup de... Et c'est ça qui donne l'impression de non-jeu, alors qu'en fait, c'est aussi un travail, quoi. S'il y a des questions... Peut-être pour rebondir, parce que c'est tellement passionnant l'histoire de jeu d'acteur. Et du coup, là, moi j'ai vu le film, et quand vous dites, finalement, moi ce que j'entends, c'est que vous faites jouer des situations, et que c'est avant tout ça qui est le personnage, plus qu'une, je peux me tromper, hein, plus qu'une construction psychologique, etc., qui va parcourir tout le film, et qu'en fait, si j'entends bien, c'est que Adèle a une capacité, une disponibilité telle de pouvoir se donner à une situation, que du coup, c'est ça le personnage, etc., etc., etc. Et que du coup, elle n'a pas besoin forcément de comprendre. Oui, et en même temps, elle a sa boîte à outils secrète, c'est ça dont on parle, où en fait, elle s'est fait des éléments dans sa tête qui lui permettent de dire, dans telle situation, le personnage, je vais essayer qu'il fasse ça ou ça. Elle a déjà suivi une formation, déjà. Oui, elle a... Oui, alors il y a la non, je sais pas, c'est ce que j'ai vu dans le stress. Oui, non, mais elle effectivement, elle a suivi une double formation. Elle a suivi 2 vols vraiment avec des hôtesses qui l'ont vraiment coachée, et en fait la formation était permanente. Comme elle était avec des hôtesses et stewards en permanence, elle passait son temps à leur demander à regarder comment ils faisaient, à en discuter, à faire les choses. Mais effectivement, cette question de la situation, c'est super important parce que l'impro, c'est pas non plus enfin, c'est pas que juste on laisse voir, c'est vraiment en fait c'est un problème qu'on étudie, c'est une donnée que chacun des membres de l'équipe, que ce soit les acteurs, le son, l'image, essaye de s'imaginer, mais en fait cette situation là, comment elle va être traversée, c'est le cas aussi à l'image par exemple.
pas de la situation ou du ressenti aussi. Oui. Et du ressenti, Ouais. je trouve. Enfin, Oui. parce que justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, sur la question de la mélancolie, qui pour nous était vraiment une des choses fondamentales au personnage, cette question-là. Et par exemple, dans des scènes de marche, ces longues marches d'aéroport, ces kilomètres finalement que font les hôtesses aussi pour aller travailler, rentrer chez elles, etc. C'est aussi cette question justement de la sensation et du vécu. Et ça, c'est aussi un pont qu'on a fait avec Adèle, parce que, c'était juste pour compléter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le naturalisme aussi. Même ça, en fait, ça demande aussi un état, ça demande une discussion, etc. Donc, c'est des situations et c'est des sensations ou des retranscriptions d'un vécu ou d'un état, quoi. Est-ce que, pardon. Oui, Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en fait, là, juste le fait de faire marcher une comédienne comme ça sur je ne sais combien de temps, voilà, est-ce que déjà juste en fait de se mettre dans cette action-là ne fait pas que du coup ça peut l'amener vers la mélancolie ou quoi que ce soit, et qu'en fait encore une fois c'est pas quelque chose qui est psychologique, qui est juste une question de disponibilité, de don aux éléments de la situation. Je pense qu'on n'avait pas pensé, mais je pense qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, elle est aux prises avec des lieux et des endroits qui, si on les regarde d'une certaine manière, ont une mélancolie profonde. Une forme de solitude. Ouais, et je repense aussi à une chose qui est dans ce rapport à l'écho, en fait, comment on travaille. C'est vrai qu'en général, quand les situations coincent, au plateau, même si on fait peu de prises, on a une espèce de jeu qu'on fait avec les comédiens dans ces cas-là, c'est qu'on reprend un peu le fond de la scène et on dit racontez-moi par exemple trois moments où vous avez eu extrêmement honte. Et le jeu, c'est que vous pouvez raconter des vrais trucs ou en inventer, mais c'est juste de se mettre dans un peu du Stanislavski du pauvre, attention. Mais en même temps, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que par contre, c'est pas intérieur, on fait des listes, c'est un peu comme un jeu des j'aime pas, et en fait, ça met tout le monde dans une espèce de connexion un peu émotionnelle de choses comme ça, et ça nous aide parfois à trouver des solutions, et en tout cas, ça a un avantage, c'est que ça lave la scène, en fait. C'est-à-dire que vous êtes coincé, vous avez 3 prises qui marchent pas, et en fait, ça nettoie, et puis on peut repartir sur autre chose, quoi. On prépare l'extrait, mais juste avant, il faut donner le temps de préparer cet extrait. Par rapport au sujet qui est embrassé, le film pourrait être catalogué comme une sorte de film de dénonciation sur la libéralisation du monde et dans ce travail, etc. Et de dire, je ne veux pas tomber dans ce showstrap, et donc j'essaie de faire un film, pas contre, mais est-ce que ça ne vous a pas embarrassé d'avoir ce sujet-là, et en même temps, quand on voit ce personnage dans ces situations-là, on est confronté à cette violence-là. C'est-à-dire que même si le film veut s'en détourner ou veut parler d'une grande solitude, d'une tristesse, tout ça, en même temps, il parle ouvertement d'une violence sociale terrible, quoi. Donc même en voulant éviter ce sujet-là, tous les rapports humains sont quand même alourdis de cette violence-là. Donc, comment vous êtes dépêtré de ça, ou pas embarrassé, ou pas poser la question, mais bon, voilà, pour pas tomber dans un film de dénonciation. Je pense que, moi, j'ai pas le sentiment que ça nous ait embarrassé d'une quelconque manière. Au contraire, je pense que c'était aussi là dès le début, en fait, cette violence-là. Déjà, elle existe. Alors, je pense que on la vit tous à différents niveaux, parce qu'elle n'est pas simplement dans ce milieu-là, dans ce secteur-là, en fait, elle est un peu exacerbée dans ce milieu-là. Et là, effectivement, c'est un exemple absolu, c'est une incarnation de toutes ces méthodes-là de manière générale, que ce soit la dimension managériale d'un côté ou le fait d'être poussé à une ultra-individualisation. Enfin, il y a aussi une forme c'est une chambre d'écho, on va dire, quelque part. Donc, après, la question, c'était que de toute façon, on savait que ce serait pas un film de métier, en tout cas. On n'avait pas envie de cette question du film de métier. Par contre, c'est le métier qu'elle fait, et c'est ce métier-là aussi qu'on regarde. Donc, je pense que la question, c'était comment aussi trouver le bon positionnement, quelque part. C'est-à-dire de ne pas être dans une espèce
à la fois dans une espèce de véracité du métier, à nouveau de rendre compte des témoignages, des discours, des échanges qu'on avait eus, et en même temps voir aussi ce que ce métier-là fait à la vie. C'est surtout ça notre point. Et en fait, comment toute cette philosophie-là, finalement, est en train d'impacter nos intimités de manière générale. Mais c'est ça, non, mais il y a quelque chose par rapport au contrôle des corps, contrôle de la sphère privée, des choses d'une... Mais encore une fois, de l'anecdote, un patron qui revient un matin et puis qui teste votre haleine, et voilà, mais qui est d'une violence, c'est plus que tu arrives à être un peu bu, c'est qu'est-ce que tu as fait hier soir, il y a quelque chose, c'est presque panoptique, quoi. C'est que toute ta journée, tu es cerné quand même par ton employeur, il y a une sorte d'œil de Moscou comme ça qui est là. Mais je crois qu'il y a juste un détail qui était important, c'est que en fait, nous, à l'origine du personnage, j'avais l'idée de se dire... en fait, ce qui nous intéressait presque le plus, c'est les gens qui croient. Un des meilleurs moyens de montrer la violence d'un système, c'est pas de partir c'est pas nécessairement de partir des gens qui sont en lutte contre le système, mais c'est de partir des gens qui croient de bonne foi, en fait. Oui, mais attends, je t'interromps juste et je complète ma question, mais nous spectateurs, en tant que spectateurs, on a du mal à pas la prendre pour une... Bon, voilà, il y a son déni, il y a son deuil qui fait que ça nous la rend... voilà, ça renforce le lien qu'on peut avoir avec elle, mais de se dire, mais on est dans quel monde tu vis, ma pauvre, quoi. Mais c'est là où... c'est ça où, effectivement, nous, on est sur la ligne de crête, où, en fait, de voir que il y a un moment où, en fait, ce à quoi elle croit, c'est même pas sa compagnie, c'est à cette idée de vie dans la diversion. Donc en fait, on est dans la diversion tout le temps, et puis d'une certaine manière, un vol le moins cher c'est mieux. Et de voir comment, au bout d'un moment, toute cette pensée-là, en fait, broie même ses meilleurs soldats. En fait. C'est-à-dire que, en tout cas, il y avait cette idée-là. Et après, sur la dénonciation, la seule question qu'il y avait, c'était tout simplement d'être honnête, nous en tant que cinéaste, nous en tant que de dire qu'à un endroit, il y a bien des endroits où on s'en accommode, où on s'en arrange. Et donc en fait, il fallait aussi traduire ça. Et de manière générale, il suffit, là en venant, il y avait une pub pour Uber Eats qui disait en gros, vous arrivez au 5e étage sans ascenseur, vous vous rendez compte que vous avez oublié le beurre, nos problèmes, Uber Eats arrive. Donc en fait, si vous êtes... Ah oui, avec un truc sur la flemme. Donc en gros, si vous-même vous avez la flemme de redescendre les 5 étages pour aller chercher votre plaquette de beurre au centre d'en bas, pourquoi attendre que quelqu'un le fasse à votre place dans les 7 minutes, sinon vous allez mettre un smiley rouge. Donc en fait, il y a aussi ce truc où cette question de l'accommodation, en réalité, dans notre époque, on est empreint de ça en permanence. Enfin, c'est terrible à quel point on l'est. Cette question de la notation, aujourd'hui, vous pouvez noter votre médecin sur Google en lui mettant 2 étoiles ou 4. Enfin, donc cette question-là, elle est vraiment partout et elle est de plus en plus dans toutes les entreprises. Et je pense qu'on revient à cette question de aussi qu'est-ce que ces philosophies-là font à nos intimités, à quel point ça nous affecte. Et derrière ce personnage de Cassandre, il y a aussi, en fait, nous on était surpris parfois parce que pendant les premières projections, certaines personnes disaient oui, mais c'est intolérable qu'elle ne se rebelle pas. Et en fait, on disait mais, vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui se rebellent au quotidien. Et en fait, pour reprendre ce que disait Emmanuel, c'est vrai que nous, il y avait ce vrai intérêt, ce vrai questionnement de se dire, en fait, regardons quelqu'un qui s'en accommode. Et pourquoi il faut s'en accommoder? Et à quel moment, en fait, ça ressurgit? À quel moment la faille devient béante, quelque part? Mais c'est intéressant, c'est pour ça que la deuxième partie aspire, ou prend tout son volume, quand elle se retrouve à avoir des conversations, ces mêmes conversations en famille, avec ses parents. Qu'est-ce que c'est le relationnel? Mais le relationnel familial, le relationnel intime, le temps long en fait. Le temps où on a le temps de se poser peut-être des questions, ou le temps qu'on se donne, quoi. Et ça, tout d'un coup, il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, les qualités de plan changent, les durées de plan changent, c'est traité d'une manière évidemment différente. Et waouh, ça donne tout d'un coup une profondeur et puis toute la place qui est donnée à la tristesse du personnage. Pour nous, là c'est encore essentiel, c'est de dire, mais
encore une fois, nous, ce qu'on a découvert, c'est que le voyage presque comment pour les hôtesses, enfin pour cette catégorie d'hôtesses qu'on a souvent rencontrées, qui ont fait ce métier-là, parfois en conscience complète de la violence économique, mais parce qu'elles avaient besoin de fuir quelque chose, ou parce qu'elles avaient besoin de mettre une pause. C'est tout le voyage qu'on doit faire pour revenir dans le quotidien, dans la durée, dans le chez-soi, aussi, et même parfois dans les drames. C'est marrant parce que je me souviens d'une fiche de lecture qu'on nous avait fait, et on a dit la deuxième partie c'est très téléfilm France 3. Et c'est marrant parce qu'en fait, d'une certaine manière, on a dit bon, on ne prend pas si mal. Les téléfilms France 3 parfois parlent de choses qui concernent les gens et qui sont des choses. C'est comment en fait? C'est le quotidien. Oui, c'est ça. Tu peux en parler ça? Non, en fait, je pense à. Ou même parfois au JT, d'un coup, vous avez une jeune femme qui va parler justement, suite à la perte d'un être cher dans un accident de voiture, la manière dont, en fait, dans les questions d'assurance, en fait, ils chiffrent la perte de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, perdre quelqu'un financièrement pour évaluer les dommages et intérêts? Et d'ailleurs, c'était un aspect, par un moment, où on s'était interrogé, est-ce qu'on allait le creuser dans le film ou pas? Et en fait, il y a quelque chose de vertigineux quand vous regardez d'un coup, vous tombez sur un journal télé dans un café, et puis en fait, d'un coup, vous avez un bandeau avec cette jeune femme qui parle, et il y a écrit en dessous le prix du chagrin. Enfin, voilà, tous ces moments où en fait, je rebondis sur France 3, mais... Oui, et je pense qu'effectivement, ce bandeau France 3 pose des questions extrêmement profondes que Pourquoi on vient de parler de ça? je sais pas. mais ça pose des questions extrêmement profondes que parfois, je trouve dans une pensée raffinée d'auteur qui est extrêmement valable, parfois on perd de vue en fait aussi. Donc c'est comment mais il y avait vraiment, en tout cas effectivement pour la deuxième partie, d'avoir créer une décompensation, quoi. Un trou d'air, quoi. Et puis le temps qui s'écoule à nouveau. Et le temps qui s'écoule, et que, en fait, dans la vie des hôtesses, l'endroit d'où elles viennent, retrouver un chez-soi, c'est vraiment le miroir dans leur vie, c'est la deuxième partie, celle qu'on ne voit pas, et qui est aussi tout à fait essentielle, et c'est là où ça se contamine aussi, quoi. On passe l'extrait. On a calé ça. Alors, recontextualiser peut-être nous en 2 secondes. C'est le premier retour. Là, elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle après une journée de travail. You have to start again. No. Yes. No. Hello, Brenda. Hello. Hi.
trouve que les conditions sont bonnes. Je sais pas, j'ai besoin de travailler, mais je travaille. Travailler, c'est un métier formidable, mais pas dans des conditions pareilles. Quoi. Regarde dans les autres compagnies. Oui, mais bon, les conditions, c'est pareil partout. Il y a toujours des imperfections, des choses à faire. Vous connaissez les conditions de travail dans les autres compagnies? Si par exemple, si tu es malade, est-ce que vous êtes payé? Je sais pas, j'essaie de mettre le moins possible. Je me couvre. Pour les Je vois de la mode bien. Une fois qu'il est vraiment temps de bouger, en plus ce qui est phénoménal, c'est que cette grève a lieu partout en Europe. Vous êtes basé où? Je sais pas, moi je suis basée à Londres, mais j'ai pas trop de temps de faire la révolution. You know, guys, maybe we should be with you. I agree with that. But still, we're gonna miss our flights, and we don't want to get in trouble with this. Okay, I understand that. But try to think for the next track, okay? Yeah, of course, I get it. And it's a good thing that you have some people It's certainly when we work together that we can change something. So it's important that everybody supports the cause. Allez discuter avec vos collègues. Quoi. Il y a vos collègues qui sont en grève aussi à Lanzarote. Allez voir un peu avec eux, pour vous expliquer les choses. Moi, je suis certain que si on ne fait rien, ça va être de pire en pire. Oui, mais bon, après, je sais pas, moi je crois pas trop au changement. Quoi qu'il arrive, on n'a pas le même âge, on ne peut pas faire un sacrifice sur le salaire. Pas trop au changement, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que là j'ai un vol et que j'aimerais bien aller le prendre. Oui, pour l'avenir. Pour l'avenir, je sais même pas si je vais être disponible demain, donc là je veux juste rentrer dans mon vol en fait. C'est trop chaud. C'est sombre. Alors, cet extrait, vous l'avez choisi à dessein ou pour quelque chose de particulier ou c'était. Ouais. C'était un choix précis? Ouais, c'était un peu précis. En fait, c'était parce que le langage qu'on essaie de mettre en place, qu'on passe par plein de choses vraiment différentes, et aussi de tenter de voir enfin c'est surtout pour la collure entre le moment d'échange sur Tinder et les syndicalistes, et de voir comment un moment de pure intimité corporelle et un moment politique en fait sont liés en fait quelque part. Que, en fait pour nous il y a ces deux endroits qui se répondent, et comment effectivement enfin, là je parle personnellement, mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie coupure entre effectivement un endroit du vécu intime, presque viscéral de ce qu'on a tous les jours et des grandes luttes en fait. Il y a une espèce de hiatus en fait qui se crée, et ça nous intéressait, et de voir aussi la question de voilà, en termes de montage, comment on essaye d'arriver à créer ces systèmes fragmentaires, et comment voilà, c'est une tentative d'essayer de faire résonner des choses ensemble qui ne le seraient pas forcément en fait. C'est-à-dire comment par exemple quand elle dit mais je sais pas si je serai vivante demain, et après on a juste un décollage très rapide avec cette idée pour nous qui est très importante aussi, qui est dans tout le film, c'est qu'il y a une dimension métaphysique avec le vol. On ressent tout ça quand on décolle. Je pense que tout le monde a ressenti un moment un rapport à la vie, à la mort, et de voir comment en fait on pouvait construire un langage où en fait les choses, le sens
et dans les scènes, mais surtout dans la mise en rapport des différents éléments. Il y a ça, puis j'ajouterais peut-être deux choses. La première, c'est aussi la question du groupe et de l'individu et de il y avait aussi cette idée dont j'en ai beaucoup parlé, qui était l'uniformisation aussi des individus, le fait bien sûr de porter un uniforme, mais plus globalement le fait de vivre potentiellement dans des pavillons qui en fait sont tous les mêmes, sont des colloques d'hôtesses, elles les croisent le soir, mais en fait elles se parlent pas. Finalement, tout le monde se croise, se connaît peu. Parfois d'ailleurs, les hôtesses et stewards nous parlaient du fait qu'ils se reconnaissaient même pas dans la rue, parce que effectivement l'uniforme uniformise aussi. Et donc il y a ce plan aussi où en fait on voit tous ces pavillons, toutes les autres histoires possibles. On choisit celle de Cassandre, mais ça aurait pu être aussi celle de l'hôtesse d'à côté quelque part. Et puis aussi, je pense qu'il y a la question d'être du matériau aussi, de l'image. Dans cet extrait-là, il y a aussi, par exemple, toute la séquence des nuages, c'est filmé à l'iPhone. Et ça, c'était aussi une discussion avec Olivier Bounjing, donc le chef opérateur, qui, dès le début d'ailleurs, a acheté un iPhone en plus, qu'il nous avait confié comme ça. Enfin voilà, vous pouvez aussi faire des plans. Donc il y a aussi ce mélange des textures, des supports, qui était déjà dans un château d'eau, bien entendu, et puis je pense qu'on peut retrouver aussi dans certains des films qui sont là. Oui, tu vas-y. Non, et je pense qu'il y a aussi un truc qui nous importe aussi, que c'est séquence emblématique aussi de notre façon de bricoler. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les plans de smartphone, en fait, à la base, c'était juste les plans qu'on faisait, qui étaient du test pour que Julie a bricolé dans sa cuisine avec des pots de confiture. Ah oui, ouais. Ces gros inserts où en fait on regarde la texture de l'écran LCD, de comment on se retrouve avec un matériau assez hétéroclite. En fait, on a des plans chez elle qui sont assez naturalistes, assez neutres. Comment on est sur quelque chose de très formel avec le tea coffee. Voilà, c'est cette tentative d'essayer de faire se rencontrer plein de choses de cinéma, d'inspirations très différentes, et comment en même temps le personnage traverse toutes ces modalités et en même temps il reste. Comment faire pour que ça soit plutôt quelque chose qui lui donne encore plus de consistance que l'inverse en fait, que ça le déforce quoi. Peut-être une dernière question Les questions, questions should be from this part, or I can I come from Beirut, so je peux pas exprimer très bien en français. Quand when I watched the film, I fell in love, but especially with the scene when she was contacting Orange, le service de communication or whatever. So, what I really liked about the scene is that the earth is full of disappointments, but up in the air she's herself. So this is just an admiration of this specific piece, because like the earth is full of the moments that we hate when we connect with the people that they don't really know how we feel. But up in the air she's really the one who's comforting everyone. So that specific moment was my favorite. And it's a beautiful film, and I feel so lucky that I came here for 2 days and you guys are here. Thank you. Beautiful film. I love every bit of it. So Thank you so much. Yeah, but no, but that's why it's very important. The question of the skylines, and it's crazy because we met so many hostesses of many ages, and I think every one of them is still amazed watching the skyline. There is something you can see, like they always took picture with their iPhone. Yeah. Yeah, there is something that is I don't know. It's a bit mystical, but they have this love for the skylines. Il y a quelque chose de fascinant. D'ailleurs, ces images-là, on les a tous pris parce que c'est irréel, quoi. On se dit, bon, bah, voilà. Si le ciel existe, bon, bah, ça doit ressembler à peu près à ça. Oui, c'est ça. Mais si je peux... Ça va si je parle en français? Ouais, absolument. Alors, moi, personnellement, je dirais pas qu'elle est vraiment elle-même,
peut-être, mais par contre, elle est sans doute seule aussi avec elle-même. Et ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qu'on peut tous vivre. C'est-à-dire que quand on prend l'avion, on n'a plus de prise sur rien, on n'a plus de prise sur nos vies, en fait. Il y a l'avant, il y a l'après, mais en fait, le pendant, vous ne maîtrisez plus rien de votre vie. Vous êtes déconnecté. Déconnecté complètement. Et en fait, on est face à, sans doute au métaphysique, quelque part, parce qu'on n'a plus aucune prise sur nos vies réelles. Et c'est un des seuls endroits, je crois, comme ça, dans nos quotidiens. La mer. Ah, pardon ? La mer. La mer, si on est... Ouais, moi. Mais il y a aussi l'interrogation de qu'est-ce qui se passe quand, justement, ça devient notre pur quotidien. C'est-à-dire que fuir dans ce métier-là, ça a aussi le sens de, justement, chercher à de moins en moins avoir de prise sur sa propre vie et à s'en remettre à des procédures, des choses qu'on nous demande de faire. Parce que comme ça, on n'a plus besoin aussi de penser à ce qui nous... Et de l'ivresse. Et de l'ivresse, exactement. Et en fait, comment on revient à cette question de la diversion, comment on essaye de faire diversion de nos propres douleurs, finalement. C'est aussi ça le fond. Merci beaucoup. Merci. Bon, on va continuer la discussion autour d'un verre. Mais alors, je vous avais fait choisir quelques films. On en a parlé à peine au début de la discussion, mais parce que c'est pour faire le lien avec la boutique, mais c'est aussi pour découvrir ce qui est important pour vous. Alors, j'en ai choisi. Dites-moi juste quelques mots sur. Là, ça c'est le journal de David Perloff. Voilà. Si l'un ou l'autre ou l'un et l'autre. Commence. Pourquoi c'est important pour toi il y a tout en fait dans ce coffret. Il y a tout. Alors parle-nous-en juste pour... donc c'est le journal filmé, donc c'est un journal filmé, c'est une sorte de journal intime filmé quelque part, donc de la vie de David Perloff, mais aussi de son époque, qui aborde tous les sujets, c'est-à-dire que ça peut être... ce qu'il voit de sa fenêtre, les drames familiaux, les bonheurs familiaux, les drames de l'histoire, la guerre. C'est un réalisateur israélien qui habite à Tel Aviv. Et donc du coup c'est tourné de 73 à 83, donc guerre au Liban par exemple. Et donc du coup, et c'est c'est du pur quotidien, c'est de la pure pensée de cinéma. Je sais à quel point en fait l'intimité résonne aussi avec l'histoire, comment en fait juste chacun essaye de se débrouiller dans la vie en faisant face à ce qui lui arrive, quoi, et en même temps comment chacun essaye aussi de penser ça, et en même temps d'avoir aussi les yeux grands ouverts sur ce qui les entoure, quoi, et sur la beauté de ce qui les entoure, et en même temps sans jamais en échapper à la violence, quoi. Mais moi, c'est un film qui a un peu changé ma vie, en fait. Parce que, en fait, le début du film, c'est David Perloff qui dit « Je me suis acheté une caméra ». Il est à sa fenêtre. Et il dit « Voilà, ça c'est un gros plan. Ça c'est un plan large. » Il découvre et il dit « Là », et il dit « Ah, voilà, là j'ai un plan, c'est juste quelqu'un qui marche, qui attend, je ne sais plus ce que c'est. » Et c'est absolument... Et je me dis, mais en fait, quand ça va pas, ou quand on est perdu, je me dis, mais en fait, rappelle-toi de ce moment-là, juste dire, en fait, être un cinéaste, c'est être avec sa caméra et dire, je vais montrer et trouver le langage pour le montrer. Et après, c'est un rapport au temps, et je pense que je crois beaucoup à l'idée que le cinéma peut être un endroit d'archiver des choses. Parfois, les films archivent des choses qui sont bonnes pour des millions de spectateurs, parfois il y en a 200, mais qui sont une espèce de tentative de garder trace de choses qui comptent pour les gens. Et ça, c'est quelqu'un qui a voué sa vie à ça, et c'est absolument extraordinaire. Guy Gilles, L'amour à la mer. C'est quel qui vous deux Alors, moi, c'est aussi une chose que j'adore, parce que j'ai découvert Guy Gilles par une vidéo YouTube. C'était un petit extrait du film. Donc c'est l'histoire d'un amour, de quelqu'un qui est une secrétaire et un marin qui va à Brest. Et c'est comment cet amour tient ou pas, comment on mène sa vie. Et en fait c'est un film qui est très beau parce qu'il est bricolé. En fait, Guy Gilles l'a fait avec tous ses amis qui lui passaient des bobines. Voilà, il y a un moment Jean-Pierre Léaud qui fait la réparation. C'est un film d'amis, c'est un film
c'est un film, et c'est un film extrêmement romantique, il y a un souffle lyrique, fait aussi bricolé, mais c'est des plans magnifiques, voilà, des émotions, c'est très particulier, il faut le voir, c'est très nouvelle vague et en même temps il y a un... Très expérimental aussi, je ne sais pas s'il y a on peut cataloguer un film d'expérimentaux, mais bon, c'est quand même, dans la forme, il y a quand même Il y a quelque chose. Ouais, et puis c'est un film qui cherche, et puis c'est aussi quelqu'un qui fait face à ses propres doutes et qui s'y attelle, quoi. Ouais. C'est un peu... Mais voilà, et puis il y a vraiment quelque chose que j'adore, même par rapport à d'autres films de la nouvelle vague, c'est qu'il y a une naïveté, pas une naïveté, mais un premier degré, une croyance vraiment dans l'émotion, une tristesse très pure ou une joie très pure. C'est un film qui n'a pas de second degré. Et une sincérité. Oui, c'est ça. Il y a une sincérité, et cette sincérité est absolument. Elle n'est pas niaise. Non, c'est vraiment, c'est un endroit et je trouve que c'est assez extraordinaire. Mais ouais, il y a un truc très pur en effet. Ouais. Et je rebondis juste avec un autre film dont on a parlé tout à l'heure qui n'est pas encore sorti, qui était Les Passagers de la nuit. Et c'est drôle parce que même si je pense que le travail de Michael Herz et de Gigi est très différent, bien entendu, mais dans cette pureté, et le fait de réussir à s'atteler à la beauté des sentiments, des doutes et des émotions sans jamais tomber ni dans une forme de mièvrerie, ni dans une forme de naïveté, en fait je trouve ça très admirable. Et je trouve que par exemple dans Les Passagers de la nuit, dans le travail de Michael Herz, il y a ça encore aujourd'hui, cette pureté en fait. Le fait de se confronter à des sentiments qui ont été... qui souvent dans la représentation cinématographique sont aussi un peu mièvres parfois, et en fait eux arrivent à s'y atteler avec une grande pureté, une grande sincérité. Une foi, quoi. Et une foi en l'humanité, ce qui est quand même pas rien. Et une capacité, une foi aussi dans la puissance chorégraphique du montage, de l'image. Il y a tout un travail de composition qu'on ne voit pas dans les films, avant le film, presque dans les films muets, il y a vraiment un travail plastique. Je veux dire, on peut être proche de Epstein ou même de Jean Vigo, quoi. Gigi, oui, non. Pas à nos amours de Piala. Je fais des sauts dans le temps qui sont un peu curieux. Mais... Alors, à nos amours, alors c'est marrant parce que on a mis ce film-là parce que c'est quand même le plus proche de ce qu'on raconte. Mais voilà, je pense qu'il y a un rapport. En tout cas, moi j'ai un rapport à Piala qui est. En fait, j'ai toujours trouvé incroyable qu'on arrive à s'attacher aussi fort émotionnellement avec des gens qui ne sont pas forcément sympathiques, qui ne sont pas en soi. Il y a une capacité à créer des personnages sans... il y a un endroit où il y a une espèce de vérité et ils ne tombent pas dans la méchanceté ou le cynisme, mais il y a une espèce d'endroit de vérité. Et après, je crois qu'il y a c'est un cinéaste qui, moi, m'a fait découvrir un endroit très précis du cinéma. C'est le moment où les enjeux ou cinématographiques ou dramaturgiques n'ont plus cours. Il y a juste un pur bloc d'intensité humaine qui est, voilà, bon, il y aura la scène de la fossette. Je pense aussi énormément à, et ça je m'en suis, c'est une chose, quand je rêve que la deuxième partie d'Anne Foot ait un petit peu, pour ceux qui ont vu Loulou, la scène où Isabelle Huppert va dans la famille de Pardieu, il bouffe des huîtres, c'est un grand repas comme ça, et en fait il y a tout, elle est enceinte, elle sait qu'elle va avorter, elle sait que c'est impossible de vivre avec ces gens-là. À la fois, il y a une violence de classe. Il y a une violence de classe terrible. Et en même temps, on a tous. On a envie d'y être dans. Enfin, quand on arrive, on a envie d'y être. On a envie de faire cet apéro avec eux. Et voilà. Et ça, c'est vrai que voilà, ce rapport avec ces gens qui sont tout à la fois. Et je pense que c'est un. Ça reste essentiel, ça reste super important en fait. Et puis c'est Depardieu à son meilleur, et Huppert, c'est un moment où tu mimes.
Sur Wasp. Ouais. Alors j'ai découvert qu'on avait un court-métrage qui s'appelle Wasp de André Arnold, qui avait réalisé Fish Tank. Et donc voilà, dans les bonus, il y a Wasp. Donc tu vas lui parler. Wasp, pour moi, c'est vraiment un film d'humanité radicale, quoi, comme on fait André Arnold. C'est 25 minutes. C'est une jeune mère d'un milieu extrêmement populaire anglais, blanche, qui a 4 enfants, qui est une mère célibataire et 4 enfants en bas âge, et en fait qui recroise son amour de collège, le mec dont elle était amoureuse, qui est un peu le mec cool et populaire, quoi, qui lui propose de prendre un verre ce soir, sauf qu'en fait elle n'a pas une thune pour faire regarder ses gamins. Et qu'en fait, c'est le moment où en fait, ça fait appel à tout son désir de femme et en même temps à son rôle de mère et du dilemme face à ça et en même temps de qu'est-ce qu'on fait quand on reste un être humain, quoi. Et puis qu'on amène ses enfants avec nous mais qu'on doit le cacher. Et comment on fait face à ça, en fait. Moi, je suis fascinée par la manière dont André Arnold a vraiment la tâche de s'atteler à des choses comme ça, à des choses vraiment d'humanité radicale. Et il ne questionne pas du tout cette question d'une forme de bienséance sociale, mais met les mains dans le cambouis aussi des êtres humains. Il arrive à capter l'intériorité aussi de ces personnages. Ouais, il y a quelque chose comme ça qu'elle arrive à... C'est vraiment son fil conducteur aussi. Ouais, puis aussi avec un truc très... la nervosité de la conviction, quelque part. Avec quelque chose aussi de... Quand j'ai main dans le cambouis, il y a aussi quelque chose où il y a quelque chose de très corporel, autant dans les gens qu'elle filme que dans la manière, je trouve, dont elle fait du cinéma aussi, quoi. Et puis, d'ailleurs, pour son dernier film, même Cow, qui est le portrait d'une vache, elle arrive à en faire un portrait d'une humanité folle aussi. Juste dernière question, les projets, est-ce qu'il y en a, si vous voulez en parler ou pas, vous êtes sur quoi? Il y en a, je sais pas si je suis super envie d'en parler. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, toi. On se remet au travail, quoi. Voilà, c'est bien, c'est une bonne nouvelle alors. Je vous remercie énormément. Merci à vous. Merci. Donc un petit coup qui est offert. Voilà. Donc, parole.